Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Pour cette émission en partenariat avec la revue Diplomatie, regard sur l'impact des technologies sur la géopolitique et l'importance de l'innovation dans un monde de plus en plus complexe et insaisissable. L'innovation comme atout indispensable au maintien d'une supériorité sur les adversaires et garantie de la sécurité. La technologie plus que jamais enjeu de compétition entre puissances, la bataille fait rage dans la dynamique mondiale entre les États-Unis et la Chine, également la Russie, les pays d'Asie de l'Est, notamment le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan, sur fond d'enjeux stratégiques et de défense. Quels en sont les risques? Nos invités, Benoît Rademacher, directeur du domaine armement et économie de défense à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Benoît Rademacher, qui a également co-dirigé le numéro de diplomatie intitulé Géopolitique et technologie. Bonjour. Bonjour. Nicolas Mazouki, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Berthier qui est chercheur associé au CREC, le Centre de recherche des écoles de Coët-Quidan, Armée de terre, avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Bientôt un an que dure la guerre d'Ukraine. Nous allons en parler, notamment en nous interrogeant sur la question de savoir si l'on assiste à la première cyberguerre de notre histoire. Mais avant cela, j'aimerais avoir votre avis sur un autre élément d'actualité, le survol des États-Unis par un ballon stratosphérique chinois. Ça s'est passé au-dessus du Montana, état du nord-ouest américain, qui a pour particularité d'abriter quelques 150 missiles nucléaires. Ce ballon espion, gros comme 3 autobus, n'est pas reparti comme il est venu. Il a été détruit par les Américains. Qu'est-ce que cela vous inspire, alors tant sur la méthode des Chinois comme des Américains d'ailleurs, que sur la relation entre Washington et Pékin, les conséquences de cette affaire et aussi sur la publicité qui en a été faite, alors que probablement ça n'est pas la première fois que cela se produisait. Nicolas Mazouki. Non, effectivement, je vous confirme, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Ça s'est déjà produit sur un certain nombre de territoires, notamment des territoires américains du Pacifique. On pense à Guam, on pense à d'autres territoires comme ça. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et au-delà de la dynamique relationnelle entre les États-Unis et la Chine, qui est une dynamique relativement complexe, il y avait une visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui était prévue justement pour un petit peu relancer cette dynamique relationnelle, apaiser un certain nombre de tensions, notamment liées à l'espace Indo-Pacifique et liées à Taïwan. Donc là, il y a des choses qui ont été mises en pause. Et au-delà de cette relation particulière au plan, on va dire, géopolitique, ça nous interroge aussi sur la question de l'utilisation du système inhabité, puisqu'on est sur l'équivalent finalement d'un drone, quelque part, quel que soit son modèle de propulsion, dans le domaine géopolitique et le domaine militaire. C'est quand même très intéressant de voir que justement, à partir du moment où on va utiliser un système inhabité, son utilisation, mais aussi sa destruction, puisque ce ballon a été détruit, finalement n'emporte pas les mêmes conséquences que la destruction d'un système habité, comme on pourrait penser à un avion espion. On a eu des précédents notamment entre les États-Unis et l'Iran sur le fait que l'Iran pouvait, entre guillemets, se permettre d'abattre des drones américains, système inhabité, mais n'allait pas jusqu'à franchir le pas d'attaquer des avions de patrouille maritime américains, donc système habité, puisque probablement les répercussions stratégiques ne seraient pas du tout les mêmes. Dès qu'il y a mort d'homme, ça change les données. Exactement. Donc on peut se dire que la prolifération des systèmes inhabités peut amener de plus en plus à l'utilisation de ceux-ci pour faire de la perturbation stratégique, puisque justement on ne risque pas la vie des équipages. Alors on en parlera bien sûr, parce que finalement on va vers une sorte de généralisation à la fois des robots dans les conflits, des drones. Benoît Rademacher, commentaire sur ce qui s'est dit et votre avis sur cette affaire de ballon espion. Effectivement, ce que souligne Nicolas, c'est une évolution qui est permise en fait par la technologie avec l'utilisation de plus en plus massive, de plus en plus généralisée de systèmes inhabités. Sur le cas particulier de ces ballons stratosphériques, les intérêts sont que ces ballons ont une signature radar qui est relativement faible, donc ils sont plus difficiles à détecter par exemple que des avions, et permettent également d'évoluer à des altitudes où les avions ne peuvent pas aller. Au-dessus de 18-20 km, les avions ne peuvent plus voler, et ils peuvent également faire ce qu'on appelle du vol géostationnaire, c'est-à-dire rester suffisamment longtemps, au contraire des drones, rester suffisamment longtemps au-dessus d'un espace pour l'observer. Et ce qui est intéressant justement avec ce ballon, alors il y a un côté qui peut paraître un peu anecdotique ou cocasse d'avoir un ballon qui est utilisé comme système, on va dire, de surveillance, en tout cas à but militaire.
Mais en fait, ce sont les premiers systèmes qui ont été utilisés dès 1794 pour faire de la surveillance, on va dire, du champ de bataille, à la suite de l'invention des aérostats. Et pendant longtemps, ce sont les seuls systèmes qui ont été utilisés. On voit ici l'éruption, bien le renouvellement de l'usage d'un système qui est assez différent de ce que l'on connaît, des aéronefs inhabités comme les drones, qui sont des ballons. Il y a notamment un projet qui est le projet Stratobus, qui est un projet européen qui vise à mettre en place ce que l'on appelle des plateformes de haute altitude pour justement faire de la communication, faire du renseignement, faire de la détection. Et effectivement, je vais tout à fait dans le sens de ce que dit Nicolas, c'est que ces systèmes vont se diversifier et vont vraiment se généraliser, se banaliser sur le champ de bataille ou pour faire du renseignement et de la détection. Alors, je vais bien sûr passer la parole à Thierry Berthier, mais avant cela, je me retourne vers vous, Nicolas Mazzucchi. La destruction par les États-Unis de ce ballon espion, c'était une bonne idée? Est-ce qu'ils n'auraient pas eu intérêt, mais je ne sais pas si les capacités sont là, de capturer ce ballon espion de façon à voir précisément ce dont il retournait? Alors effectivement, tout dépend de la capacité. Là, je ne peux pas vous répondre exactement sur la capacité qu'auraient eu les États-Unis à finalement l'intercepter pour le capturer et donc pas pour le détruire, mais à partir du moment où le ballon avait pénétré dans l'espace aérien américain, c'est-à-dire était descendu en dessous d'une certaine altitude, là on pouvait considérer qu'il y avait viol de la souveraineté de l'espace aérien américain, et ça doit aussi nous interroger, puisqu'en géopolitique on a toujours aussi ces phénomènes-là, aussi sur la question de la politique intérieure américaine. Et est-ce que l'administration Biden pouvait se permettre de ne pas intervenir, et est-ce que ça n'aurait pas créé des remous par rapport justement au Congrès. Donc là aussi, il y a peut-être des logiques de politique intérieure américaine qui ont fait qu'on a décidé de faire l'emploi de la force armée pour des considérations qui sont aussi bêtement d'ordre politique. Il fallait au président américain une action choc avant son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès cette semaine, bien sûr, à Washington. Thierry Berthier, vous souhaitez ajouter quelque chose? On aborde la question de la guerre en Ukraine, comme je le disais en introduction, essayer de comprendre si on assiste ou pas à la première cyberguerre de notre histoire. En tout cas, ce qu'elle nous montre, cette guerre en Ukraine, c'est que les conflits armés n'ont plus rien à voir avec ceux du passé, Thierry Berthier. Alors, concernant le ballon lui-même, je pense qu'il y a une tendance qui se dessine. C'est aussi la prolifération d'engins, de robots aériens, de drones, qui vont rester extrêmement longtemps en altitude et pour faire du renseignement, pour faire de la surveillance. Et toutes les recherches technologiques aujourd'hui vont dans ce sens. On va vers des systèmes qui sont persistants et qui vont avoir peu de consommation énergétique et qui vont pouvoir rester en vol très longtemps. Donc ça, c'est un cas, mais il y a des chances pour que ça se reproduise avec peut-être moins de bruit et moins d'effets collatéraux. Alors, je vous interromps juste 2 secondes pour revenir bien sûr après à la guerre d'Ukraine. La question de cette prolifération de systèmes persistants, on est d'accord, ça se situe. Alors, je suis pas une scientifique, vous l'aurez compris, mais finalement, on a en orbite un certain nombre de satellites et tout cela se situe encore au-dessus. C'est à une couche inférieure. Donc finalement, notre ciel a tendance à être surencombré de manière démentielle, Nicolas Mazzucchi. Alors oui, et en plus à ça, il faut ajouter quelque chose qui n'apparaît pas justement dans cette affaire du ballon, mais qui est une des grandes tendances, on va dire duales, donc à la fois civile et militaire, qui est la prolifération des constellations satellitaires en orbite basse. Où là, on va parler non pas de constellations à dizaines ou à quelques dizaines de satellites, mais à plusieurs centaines de satellites, justement, pour avoir de la permanence, soit de communication, de renseignement ou d'un certain nombre de choses. Donc en fait, il faut ajouter justement à ce feuilletage, on va dire, la prolifération des drones ou des systèmes volants inhabités, la prolifération, on vient d'en parler, des ballons plutôt justement dans une couche atmosphérique supérieure, dans les couches extra-atmosphériques basses, les constellations orbites basses, plus la permanence des satellites dans les couches supérieures atmosphériques. Donc là aussi, on a un petit peu un découpage en feuilletage vertical du domaine aérien, et on va retrouver la même chose dans le domaine sous-marin, puisque là aussi, on va voir une prolifération des systèmes inhabités maritimes et sous-marins, avec justement le grand enjeu qui est aujourd'hui ouvert par toutes les grandes puissances, y compris la France, de la maîtrise des fonds marins.
qui est un vaste sujet d'études et peut-être, alors à l'occasion d'une autre émission peut-être, mais ce sera peut-être aussi l'une des conséquences de la guerre d'Ukraine que l'on aura l'occasion d'aborder. Thierry Berthier, donc la guerre d'Ukraine, une cyberguerre pour la première fois et quoi d'autre? Une cyberguerre pour la première fois, non, parce qu'on a eu il y a eu d'autres occasions de conflits armés où la dimension cyber est intervenue. Là, on peut même remarquer que la dimension cyber est un peu sous-représentée, enfin, et pas celle qui est décisive dans le conflit actuel, hein. Il y a eu il y a quelques opérations au tout début, il y a 1 an, au moment de l'invasion russe, pour essayer de casser un peu les systèmes ukrainiens, mais en volume, je veux dire, c'est presque négligeable par rapport aux opérations cinétiques, c'est-à-dire aux opérations qui se font sur le terrain physique. Donc oui, il y a des opérations cyber, comme dans tout conflit, mais elles ne sont pas plus importantes sur ce conflit-là que sur d'autres. Et les dégâts aujourd'hui causés, ils sont essentiellement sont des dégâts physiques. Alors, commentaire ici en studio. Benoît Rademacher, peut-être sur... qui vient d'être dit et évoqué. Sur la cyberguerre, alors je ne me prononcerai pas effectivement sur l'usage, on va dire, du champ matériel, hein, cyber, qui est l'attaque soit de systèmes électroniques ou bien de la guerre électronique. En revanche, ce qui est mis en avant, ce qui est mis en exergue, mais qui existe depuis longtemps, c'est le fait d'avoir une stratégie un peu combinée, à la fois de moyens cinétiques, comme l'a souligné Thierry Berthier, très certainement des moyens de détection de renseignements, mais là on est dans des choses qui sont très classiques, mais après également la mise en place de moyens de ce qu'on appelle la lutte informationnelle, et les Russes en fait font ça depuis des années, des décennies, et c'est le fait effectivement on va dire, d'essayer d'orienter, d'influer sur l'opinion des pays. Et ça, c'est un enjeu, on va dire, qui est un peu nouveau et qui a été consacré notamment de la Revue nationale stratégique de 2022, donc qui est un peu le prélude à la loi de programmation militaire qui va être discutée au Parlement, avec l'intégration de ce qu'on appelle une 6e fonction stratégique, qui est la fonction de l'influence, où effectivement l'État, le ministère des Armées, a pris pleinement l'ampleur de ces stratégies qui sont un peu hybrides, où on va avoir effectivement des stratégies sur le champ de bataille, mais on va également avoir des stratégies informationnelles qui visent à désinformer, mais également à influencer les différentes opinions. Et ça, c'est un enjeu qui est également important. Nicolas Mazzucchi. Alors, cyberguerre, non. La cyberguerre n'existe pas. La cyberguerre, ça voudrait dire une guerre qui se déroule de bout en bout dans le cyberespace. Par contre, comme l'ont dit mes 2 collègues, l'utilisation du cyber dans la guerre, oui. Et effectivement, comme l'a rappelé Thierry, c'est loin d'être la première fois. On a eu un certain nombre de choses. La Géorgie en 2008 notamment avait été de ce point de vue-là très intéressant comme cas d'étude, déjà avec la Russie. Néanmoins, que nous apprend l'utilisation du cyber dans ce conflit, au-delà de ce que Benoît vient de dire effectivement très justement, sur la combinaison entre le cyber, on va dire informatique, et le cyber influence. C'est que quand on se replonge en 2014 et de 2014 à 2022... 2014, annexion de la Crimée. Annexion de la Crimée, tout à fait. On voit que la Russie était extrêmement dominante, que la Russie, sur le champ à la fois cyber et influence, avait totalement réussi sa manœuvre, et avait réussi à déstabiliser de manière extrêmement forte l'Ukraine. Notamment, il y avait une très grande cyberattaque donc, en 2015 qui s'appelait Black Energy, qui avait visé le réseau de distribution électrique de l'Ukraine. Donc tout le monde s'attendait en 2022 justement à ce que finalement on soit sur la même chose. La Russie qui était présentée comme un monstre de capacité et cyber et influence. Et là, finalement, j'allais dire, vous me passerez l'expression, ça a fait pchit. Mais il y a des raisons à ça. Et la raison, c'est justement de se plonger sur ce qui s'est passé donc entre, on va dire, 2014-2015. Je prends cette affaire Black Energy de décembre 2015, je l'inclus, jusqu'en 2022. C'est que l'Ukraine a été extrêmement soutenue en termes techniques, en termes d'entraînement, en termes de préparation de sa population par les États-Unis, l'OTAN, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et donc ça nous prouve une chose, c'est qu'en termes de cyber et d'influence, à partir du moment où on attend le conflit, où on est préparé, où on s'attend globalement à ce qui va arriver, où on sait qui est l'agresseur, mais finalement, le bouclier peut être très solide. Thierry Berthier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qu'on voit vraiment apparaître là, ce sont les opérations d'influence qui sont bien maîtrisées du côté russe, hein, mais qui a une bonne résistance aussi de l'autre côté. Disons que ça a été plus facile au niveau d'Afrique de l'Ouest de faire de l'influence contre certains pays qu'en Ukraine en ce moment. C'est-à-dire ?
Alors bon, il y a un certain nombre d'officines qui ont œuvré sur le territoire d'Afrique de l'Ouest pour faire des opérations d'influence via les réseaux sociaux, via les sites internet, pour discréditer les intérêts français. Donc ça, c'est pas nouveau. Et ça a été relativement efficace. À mon avis, beaucoup plus efficace là que ce qui a été commencé ou débuté au niveau du conflit ukrainien. Je comprends, parce que finalement, et je me tourne vers vous, Nicolas Mazzucchi et Benoît Rademacher, il y avait moins de préparation. 2014, c'est ce qu'explique d'ailleurs dans une interview dans le quotidien Le Figaro, le président d'Ukraine, c'est que ça a été évidemment un choc et que partant de là, l'Ukraine s'est magnifiquement, analysé le pourquoi du comment et s'est dit que c'était pas possible que ça se reproduise à nouveau, d'où toute cette préparation impressionnante. Est-ce que ça veut dire que, alors bien sûr cette guerre n'est pas terminée, mais la Russie, d'une certaine manière, est mise en échec? Sur le plan cyber, alors, sur le plan cyber, d'une certaine manière, on pourrait dire oui. Et je rebondis sur ce que disait Benoît sur la question de l'influence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'attend à ce type d'attaque, en fait, c'est beaucoup plus simple de se défendre. L'influence, elle fonctionne à partir du moment où la cible n'est pas consciente qu'elle se fait influencer. À partir du moment où on s'y attend. Et surtout, ça nous montre l'importance de la préparation et ça nous montre une chose, et là je rebondis sur votre question sur la cyberguerre, c'est que le cyber, c'est une très bonne arme de perturbation stratégique. Alors là, pour le coup, en termes de désorganisation des réseaux politiques, des systèmes de commandement, des actions, on va dire, dont l'impact moral est beaucoup plus fort que l'impact physique, c'est très intéressant. Par contre, ça nous montre aussi qu'au-delà, pour le moment, une fois de plus, en l'état de l'évolution de la technologie, mais qu'au-delà de l'action de perturbation stratégique, finalement, le cyber, pour l'instant, il demeure très très en retrait. Benoît Rademacher ? Effectivement, je pense qu'il ne faut pas oublier la réalité du terrain, c'est-à-dire toujours les effets cinétiques, ce que l'on appelle les effets cinétiques, c'est-à-dire le fait de détruire des matériels, d'avoir de l'usage par exemple de l'artillerie, de l'usage de missiles. La réalité de la conquête du terrain, elle se fait bien par ce biais-là. Bien évidemment, tout ce qui est stratégie d'influence, tout ce qui est désarmement, on va dire, des opinions, désarmement des volontés, font partie intégrante de cette stratégie qui est globale, mais ça n'est pas suffisant en soi. Tout comme les outils cybernétiques, c'est-à-dire que le fait d'agir sur des réseaux, le fait de brouiller des communications, sont des éléments qui vont accompagner, mais qui bien évidemment ne sont pas suffisants en soi. Il y a toujours un substrat physique, il y a toujours une réalité physique, et qui correspond en fait à ce qu'on appelle tous les armements et les moyens cinétique d'action sur le terrain. Alors, ce qu'on comprend, et c'est très important ce que Nicolas Mazzucchi vient de dire, en tout cas je l'ai vraiment retenu parce que je pense que c'est quelque chose qui concrètement nous permet de visualiser les choses, c'est que le cyber arme de perturbation stratégique avec un impact moral supérieur à l'impact physique. On n'a pas le temps à ce stade de l'émission d'aborder les questions d'intelligence artificielle, de robots dans le conflit d'Ukraine et des drones qui jouent un rôle de plus en plus important. En tout cas, et c'est peut-être aussi une surprise par rapport à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, et peut-être je vais vous demander un petit mot de conclusion de cette première partie, Thierry Berthier, c'est que finalement, la guerre aujourd'hui encore se mène aussi de manière traditionnelle et l'artillerie a toute sa place. Alors effectivement, on a d'abord le retour sur le sol européen d'un conflit de haute intensité, avec de la symétrie entre les deux forces qui s'opposent. Oui, sur les effets, effectivement, on revient à des choses assez connues, avec quand même néanmoins une influence de la technologie de plus en plus importante, et peut-être la première vraie guerre des drones, où le rôle des drones à toute échelle, des drones aériens, des drones terrestres, intervient directement dans l'évolution d'une bataille, ou la prise de territoire ou la réduction de certaines unités. Donc c'est ça, à mon avis, qu'on peut retenir. Merci Thierry Berthier. On vous retrouve, ainsi que Nicolas Mazzucchi et Benoît Rademacher, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin. Géopolitique et technologie, nous retrouvons nos invités. Benoît Rademacher, directeur du domaine armement et économie de défense à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Nicolas Mazzucchi, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la marine. Et par téléphone, Thierry Berthier, chercheur associé au CREC, le centre de recherche des écoles de Coët-Quidan, armée de terre. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur la notion de cyber. Et Nicolas Mazzucchi nous expliquait comment c'était une arme aujourd'hui de perturbations stratégiques avec un impact moral probablement supérieur à l'impact physique. Et Thierry Berthier, je vous ai interrompu sur la guerre d'Ukraine toujours, où on voyait l'apparition, et ça s'est même généralisé de manière assez je crois, assez fulgurante, des drones qui jouent un rôle de plus en plus puissant dans ce conflit. Drones et robots, j'imagine. Effectivement, on a de l'innovation quasiment en direct dans ce conflit, avec de l'engagement de systèmes de drones, des drones tout seuls, mais aussi des drones constitués en escadrille, et au niveau aérien, mais aussi au niveau naval, puisqu'il y a eu des premières attaques de mini-essaims. Alors, ce ne sont pas des essaims au sens mathématique du terme, mais ce sont des escadrilles de robots qui flottent et qui se dirigent vers une cible navale et qui vont exploser contre cette cible-là. Donc on a l'émergence de nouveaux systèmes, à la fois qui peuvent être sophistiqués, mais qui peuvent être aussi très très rustiques, rudimentaires, notamment des drones aériens très légers, qui ressemblent vraiment beaucoup aux drones qu'on peut trouver dans le commerce, et où les Ukrainiens, ou les Russes d'ailleurs, bricolent des petits systèmes pour maintenir une grenade sous le drone et aller la déposer directement au pied du combattant ennemi dans une tranchée. Donc on a vraiment tous les niveaux de systèmes qui sont couplés à des satellites très sophistiqués et puis des petits drones qui sont bricolés à la MacGyver. Alors tout ça, c'est une révolution dans la guerre tout de même, Nicolas Mazzucchi ? Que jusqu'à un certain point, le drone de bombardement bricolé russe, on l'avait déjà vu en Syrie, par exemple, avec à peu près les mêmes systèmes. On n'est pas forcément sur une révolution dans la guerre, on est sur une évolution de l'utilisation d'un certain type d'armement, mais l'effet militaire qu'on va chercher à obtenir, finalement, quelque part, est toujours le même. C'est juste qu'on a une multiplication des capacités, une multiplication des effecteurs. Ce qui est intéressant avec le drone, et drone est un peu un métaconcept, là aussi, comme Thierry le disait, en fait, ça va de choses extrêmement technologiques, très coûteuses à l'unité, très pointues, jusqu'à des choses qui peuvent être dérivées du civil, voire militairement conçues dès l'origine, mais qui sont par nature consommables et en grand volume. Donc c'est pour ça que le terme drone, en fait, il faut aussi un petit peu le décomposer dans tous ces éléments, mais l'intérêt, c'est vraiment d'avoir de la plateforme inhabitée, donc potentiellement consommable, on n'expose pas la vie humaine, qui peut potentiellement être très spécialisée, donc emporter soit des capteurs, soit des effecteurs extrêmement intéressants. Et globalement, le gros intérêt du drone, au-delà de son côté consommable, qui là aussi dépend de la taille du drone et d'un certain nombre de choses, c'est surtout sa permanence. L'intérêt du drone, c'est que comme il est inhabité, il peut permettre de dépasser un certain nombre de limites physiques de l'être humain. Moi, je le vois beaucoup dans le domaine maritime naval. C'est l'intérêt du drone, c'est que tant le drone de surface que le drone aérien en mer ou le drone sous-marin, l'intérêt, c'est qu'il reste longtemps sur site. Et ce qu'on va chercher aujourd'hui dans les développements technologiques du drone, c'est la capacité à se guider et la capacité aussi énergétique à rester le plus longtemps possible. J'allais vous poser la question sur le plan énergétique. Alors sur le plan énergétique, là aussi, dans les drones, on va trouver énormément de choses qui vont fonctionner sur des systèmes de réacteurs, par exemple pour du drone aérien en utilisant du carburant, du carburéacteur. Donc finalement, on est vraiment dans l'avion sans pilote. Et on va avoir des choses qui vont là aussi, pour des raisons à la fois d'endurance ou des raisons, dans le domaine sous-marin, on peut penser aux raisons acoustiques, notamment pour la détection, utiliser des systèmes purement électriques. Aujourd'hui, on travaille beaucoup notamment sur la question des batteries, essayer de dépasser les limites physiques de la batterie conventionnelle aujourd'hui, ce qu'on appelle le lithium-ion à phase liquide, voilà, dont on se rend compte qu'il y a un certain nombre de limites technologiques. Le but, c'est de travailler beaucoup là-dessus. Les principaux fabricants de drones marins et sous-marins travaillent énormément sur la question des batteries, justement pour avoir la plus grande endurance à la mer et donc la plus grande permanence sur site pour conduire les missions qui sont assignées aux drones. Benoît Rademacher. Oui, effectivement, ce que l'on observe à travers la question des drones, c'est en fait une double tendance. La première, c'est que finalement, ces technologies sont de plus en plus drivées par le civil. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des systèmes qui sont développés à des fins uniquement militaires. On n'est pas sur de la technologie qui est hyper spécialisée, sur du vraiment high-tech comme on l'a sur des systèmes d'armement qui sont très sophistiqués. Ici, on a des technologies qui sont
beaucoup plus facilement accessibles, que l'on peut effectivement bricoler, comme l'a évoqué Thierry Berthier. Et on voit également une sorte un peu d'inversion, nous en discutions avec Nicolas, où c'est bien plus les innovations, on va dire, du civil qui vont permettre un peu de tirer ces nouveaux systèmes. La conséquence de tout ça, et c'est la deuxième tendance, c'est que ça permet également à des États, à des puissances, de pouvoir fabriquer et de pouvoir proposer sur le marché des systèmes qui ont quand même leur efficacité, qui sont peut-être technologiquement un peu plus rudimentaires, mais on peut penser de façon très particulière à la Turquie avec les drones Bayraktar, mais également avec l'Iran, qui propose à la Russie également ces drones. Et on voit l'émergence en fait de nouvelles puissances, des puissances militaires qui mettent en place une base industrielle et technologique de défense et qui est accessible en fait parce que finalement les technologies sous-jacentes sont des technologies qui sont beaucoup plus faciles à capter, beaucoup plus faciles à transformer, et on n'est pas du tout dans une logique, on va dire, top-down, avec énormément de moyens à mettre sur la table pour développer des systèmes qui sont hyper complexes. Donc on voit un peu ces deux éléments. Ça ne veut pas dire que des armements qui sont très complexes sont inefficaces ou qu'il faut les abandonner, mais je pense que ça change également un peu la réflexion, parce qu'on voit qu'avec des systèmes qui sont effectivement plus rudimentaires, on peut quand même obtenir des effets sur le terrain. Alors, cette notion civile-militaire, je pense qu'elle est très importante. Vous l'avez souligné que le rapport, finalement, s'était inversé. C'est plus le militaire qui entraîne derrière lui des sociétés, mais c'est le contraire, le civil. Alors, le civil qui n'avait pas peut-être imaginé une application militaire dans ce qui se fait. Ce qui m'amène à poser cette question, est-ce qu'il va falloir un jour réglementer les armes? J'aimerais parler de cette lettre ouverte qui a été signée en 2015, signée par 2000 experts et 10 000 personnalités du monde scientifique et technologique qui mettaient en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle, puisque c'est ce dont il est question, et la menace que cette dernière pourrait constituer pour l'avenir de l'humanité. Par cette lettre, ils appelaient notamment à une interdiction des robots militaires tueurs autonomes, que ce soit sous forme humanoïde, de drones ou d'engins marcheurs. Qu'est-ce que cela vous évoque à chacun? Je vais peut-être commencer par vous, Thierry Berthier. Alors là, c'est une vraie question ce que vous posez. Moi, j'ai envie de dire que cette lettre, elle a posé un problème, mais qu'aujourd'hui, on est aux étapes suivantes. Si vous regardez un peu l'état du monde, aucun pays ne signera jamais une interdiction de ce type-là, parce qu'on est passé de l'autre côté, déjà depuis plusieurs années. Alors, on peut voir la chose comme une question éthique, évidemment, mais cette réflexion éthique, en fait, elle est vraiment à géométrie variable à partir du moment où vous vous situez du côté chinois, ou du côté américain, du côté européen, ou du côté africain. Voilà, cette éthique-là, c'est pas la même. Côté chinois, vous avez la question d'éthique de performance, et donc on ne s'interdit rien, et si la technologie peut amener un avantage stratégique ou tactique sur le terrain, on va l'utiliser. Côté américain, la question s'était posée, mais très vite, l'état-major américain a renversé la question en disant, mais finalement, qu'est-ce qui est éthique? Est-il éthique d'envoyer une unité de soldats humains américains face à une escadrille de drones armés chinois? Est-ce qu'il est éthique d'envoyer des soldats américains se faire tuer avec une probabilité presque égale à 1 face à des robots chinois? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à géométrie variable. Moi, je pense que cette lettre, elle a posé un problème, mais qu'on est passé au-delà. Donc la bataille est perdue pour ceux qui pensaient interdire ce type d'armement. C'est vrai que cette lettre, elle a été signée en 2015 et que nous sommes aujourd'hui en 2023. Nicolas Mazzucchi. Alors, ça pose, à mon sens, deux questions, assez différentes mais très complémentaires. La première, c'est la question de la maîtrise des armements, puisqu'en fait, cette lettre, elle s'inscrit dans justement toute cette tendance des relations internationales depuis la fin de la Première Guerre mondiale, sur la question d'interdire ou non certains armements, qu'on peut même d'ailleurs faire remonter au Moyen-Âge avec l'interdiction de l'arbalète par la papauté, dont on a bien vu l'efficacité de cette interdiction, soit dit en passant. Mais ça pose cette question-là, et aujourd'hui, notre régime de maîtrise des armements, qui a eu tendance, notamment à partir des années 70, à être de plus en plus restrictif sur les armes à sous-munitions, les mines antipersonnelles, les armements chimiques, les armements bactériologiques, la limitation des armements nucléaires dans certaines de leurs capacités. Ce régime de maîtrise des armements porté par les Nations Unies est-il toujours pertinent, oui ou non? Il faut savoir qu'en cours, il y a des travaux qui sont au niveau des Nations Unies, au niveau d'une branche des Nations Unies qui s'appelle l'UNIDIR, qui est à Genève, qui justement travaille sur la question de la maîtrise des armements et donc sur la question de l'utilisation des systèmes autonomes
dans les conflits armés. Donc ça déjà c'est la première chose, c'est notre régime de maîtrise des armements tel qu'il a été conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le cadre onusien. Est-il toujours pertinent, oui ou non? On voit qu'il est de plus en plus battu en brèche, remis en question. On l'a vu notamment dans le domaine nucléaire avec la fin du traité FNI, donc sur les forces nucléaires intermédiaires. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la chose beaucoup plus militaire cette fois et moins diplomatique, qui est la question des règles d'engagement. Toute unité militaire a des règles d'engagement. Elle a le droit ou n'a pas le droit d'ouvrir le feu dans un certain nombre de choses en fonction de sa doctrine d'emploi, en fonction là aussi de ce qu'on appelle les règles du conflit armé, la question de la discrimination, de la proportionnalité, de l'humanité, qui sont des règles justement internationales du droit des conflits armés. Et donc comment on est capable de transposer ces règles d'engagement, qui donc là passeraient au travers de la forme d'un programme informatique, à des systèmes inhabités, alors qu'aujourd'hui, elles sont finalement en grande partie aussi laissées à l'appréciation de l'être humain. Donc en fait, comment est-ce qu'on injecte de l'humanité au niveau d'un problème très précis qui est la règle d'engagement dans un système autonome? Benoît Rademacher. Alors effectivement, par-delà ces questions de règles, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une technologie, alors on parle de la dualité de la technologie, mais une technologie, elle n'est pas à la base ni civile, ni militaire, ou sur le plan moral, elle n'est pas ni bonne ni mauvaise. La technologie, c'est amoral. La question, c'est effectivement l'usage que l'on en fait. Et pour revenir sur cette évolution que l'on a, on sent bien que on va de plus en plus capter les innovations qui sont issues du civil pour essayer de les transformer à des usages militaires. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un mouvement de fond. Et ce qui est extrêmement compliqué, c'est comment est-ce qu'on va arrêter ou est-ce que l'on va s'interdire de continuer à travailler sur de la recherche fondamentale ou sur de la recherche appliquée par une sorte de principe de précaution, parce qu'il peut potentiellement y avoir un usage militaire derrière. C'est extrêmement très compliqué. Il y a comme l'a souligné Thierry Berthier, les Chinois par exemple ne raisonnent pas du tout comme nous le faisons nous au niveau français ou européen, et eux ne s'interdiront pas un certain nombre de recherches où nous-mêmes nous serions bridés. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'interdire de réfléchir à ces questions-là. Pour aller un peu plus avant, je pense qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a ces évolutions techniques qui peuvent présenter des menaces et travailler dans la dialectique du glaive et du bouclier, à travailler sur d'éventuelles contre-mesures qui peuvent nous permettre, si ces menaces sont avérées sur un plan militaire ou sur un autre plan, qui nous permettent d'y répondre. Mais moi, il me semble effectivement difficile d'arrêter la recherche et la science sur ces questions-là. Surtout que dans ces évolutions, on a parlé de l'aspect cyber, on a parlé de l'intelligence artificielle, donc les drones, les robots. On n'a pas encore évoqué ce que vous soulignez dans la revue Diplomatie, sous le titre Géopolitique et technologie, c'est la question du quantique, où là, on part encore dans quelque chose qui est largement supérieur. Thierry Berthier, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir sur cette question. Oui, sur le quantique, on est encore sur un autre segment. Effectivement, il y a un certain nombre de progrès qui sont réalisés. Par contre, l'application directe des technologies quantiques sur le champ de bataille, à mon avis, il faut attendre encore un petit peu. Il n'y a pas d'effet aujourd'hui direct, visible, typiquement en Ukraine, de technologie quantique. C'est quelque chose qui va venir après. Sur la machine quantique là, qui va permettre de produire beaucoup plus de calculs par unité de temps, là c'est pareil. Ce sont des choses qui vont arriver. Les premiers tests quantiques datent de 1995. Donc il faut quand même resituer ça dans le temps. C'est des choses qui avancent, qui vont arriver, qui vont décupler les forces, mais c'est un petit peu plus loin dans le temps. Là, ce qu'on voit arriver quand même sur le terrain, c'est quand même de l'autonomie des systèmes de plus en plus importante. Et ça, c'est donné par tous les progrès du machine learning, des capteurs et puis de l'intelligence artificielle au sens large. Alors, on peut peut-être préciser, je parle évidemment sur votre contrôle à chacun, c'est qu'un ordinateur quantique, pour que nos auditeurs puissent comprendre, il peut réaliser en quelques secondes des calculs qui prendraient des siècles à une machine traditionnelle. Alors, c'est peut-être caricaturé, je ne sais pas, Nicolas Mazzucchi, vous souriez. En tout cas, voilà, peut-être je vous laisse réagir sur cette question. Et puis, il nous reste 5 minutes avant la fin de cette émission. C'est peut-être finalement aborder la question des conséquences de la guerre d'Ukraine sur tout ce que nous avons évoqué. Nicolas Mazzucchi. Oui, le quantique, c'est un peu comme l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est un métamot dans lequel on va mettre énormément de choses, c'est-à-dire qu'il y a le vrai quantique et le faux quantique, c'est-à-dire qu'il y a le quantique par lui-même et ce qu'on appelle l'émulation quantique. C'est aussi donner la capacité à une machine conventionnelle d'atteindre des niveaux de calcul du quantique. Donc c'est pour ça que je dis attention, parce que comme il y a IA et IA, il y a aussi quantique et quantique. Après, c'est des choses
qui sont en train de se développer rapidement. Comme le soulignait Thierry, les premiers essais quantiques, c'est les années 90. Il faut rappeler que l'intelligence artificielle, c'est les années 50. Donc là aussi, on est sur des technologies où le pas de temps n'est pas le même, mais on voit bien que le quantique, comme l'IA, va avoir des applications extrêmement multiples dans le domaine militaire, notamment dans le domaine des capteurs, miniaturisation des capteurs, performance, moindre consommation énergétique, aussi bien que dans le traitement des données massives, notamment on pense à certains algorithmes quantiques, l'algorithme de Grover pour la fouille de données massives, l'algorithme de Shor pour les questions qui sont liées aux télécommunications et à la cryptographie. Donc là aussi, c'est beaucoup d'applications potentielles, mais avec des chemins pour y aboutir qui sont relativement différents, donc des recherches très spécialisées, et on n'aura pas un bloc quantique. On aura des technologies quantiques et des applications qui vont apparaître, mais on va pas faire un saut, j'allais dire, global d'un instant T à un instant T+1. Benoît Rademacher, vous souhaitez rajouter quelque chose? Et ensuite, oui. la guerre d'Ukraine. Effectivement, sur le quantique, c'est un exemple qui est assez intéressant, d'une technologie qui est prometteuse, qui est un peu difficile à comprendre, parce qu'il faut reconnaître que les phénomènes quantiques sont assez contre-intuitif pour nous. Néanmoins, il y a des applications pratiques. C'est-à-dire que la Chine a mis en place un programme pour essayer d'avoir, ils ont annoncé avoir en 2020 ce qu'on appelle la suprématie quantique. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ils ont mis déjà en place en 2015 en fait une ligne de communication dite quantique, et en 2017, une communication en fait entre le sol et un satellite qui s'appelle KESS, qui permet d'avoir une communication quantique. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on appelle le phénomène d'intrication quantique, pour lequel d'ailleurs Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger ont eu le prix Nobel de physique en 2022. En fait, ça permet tout simplement, on va modifier l'état, on va dire, d'une particule sur le sol, et de façon instantanée, on va avoir une particule qui a des milliers de kilomètres de là qui va être modifiée. Alors, en fait, l'expérience d'Alain Aspect de 82 décrivait exactement la même chose, sauf que c'était dans un laboratoire aussi grand que le studio ici. Les Chinois le font au sol et avec un satellite. Les règles physiques sont les mêmes. Mais néanmoins, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ces questions-là parce que ça peut être possiblement un game changer. Et pour parler de cette notion de game changer sur l'informatique quantique, comme l'a évoqué Nicolas, effectivement, les algorithmes de Shor peuvent permettre, en utilisant des ordinateurs quantiques, de casser des codes de cryptographie. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, aux États-Unis, on réfléchit à avoir des codes de cryptographie qui sont sur une approche qui est totalement différente, au cas où la technologie quantique serait vraiment mature. Et donc, on voit bien ici l'idée de game changer, c'est-à-dire une technologie, on va anticiper, une technologie qui n'existe pas encore, mais on va l'anticiper pour avoir des contre-mesures en termes de recherche. Et c'est ça qui est intéressant de la dynamique de recherche. Thierry Berthier. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur le quantique. Si on revient sur le conflit ukrainien, là, le quantique est quand même assez loin. En termes d'innovation, on a eu des choses intéressantes, notamment avec le lien satellite, drone et artillerie. Donc ce triplet-là, c'était assez nouveau, et notamment avec l'intervention d'une entreprise privée dans la structuration de ce triplet technologique. Voilà, les sociétés d'Elon Musk ont fourni des capacités satellites pour justement pouvoir les relier à des escadrilles de drones qui, eux, étaient turcs. Et ensuite, ces drones-là sont reliés à l'artillerie qui est au sol. Cet assemblage, finalement, de 3 niveaux technologiques a fourni, pendant un moment, une supériorité locale aux Ukrainiens sur les Russes. Donc les rapports de force, finalement, sont des rapports mouvants, sous l'effet, précisément, de ces évolutions technologiques en 3 secondes, Nicolas Mazzucchi. Oui, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que artillerie, drone, satellite, on l'avait déjà pendant la première guerre du Golfe. Pas dans la même imbrication et surtout avec une notion fondamentalement différente, pas avec l'entremise d'une entreprise privée. Donc ça veut dire qu'en termes techno, on avait déjà des choses qui se dessinaient, mais comme le disait Benoît et comme le disait Thierry, l'imbrication du privé maintenant dans le conflit, côté russe avec Wagner, côté, on va dire, ukrainien avec l'utilisation de Starlink, même si c'est pas une utilisation directe, on va dire, au sein du conflit par les États-Unis, rebat un certain nombre de cartes et donc ouvre un certain nombre de champs et de possibilités. Merci pour cette émission passionnante. Nicolas Mazzucchi, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Merci aussi à Thierry Berthier, chercheur associé au CREC, le Centre de recherche des écoles de Couët-Quidan, Armée de terre, et à Benoît Rademacher, directeur du domaine armement et économie de défense à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Benoît Rademacher qui a également co-dirigé le numéro de diplomatie intitulé Géopolitique et technologie. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Laurie Plisson et Raphaël Plouska. À samedi prochain.